On y active le son. C'est pareil. Merci. D'accord. Alors, on va aborder la deuxième question, celle de l'asthme professionnel. L'objectif de cette question n'est pas de présenter les aspects cliniques, les formes cliniques qui ont été déjà vues en pneumologie. C'est simplement de présenter la démarche diagnostique qui mène à l'asthme professionnel. Autrement dit, donc, les différentes étapes nécessaires à ce diagnostic et aussi les arguments qui vont appuyer une étiologie professionnelle de l'asthme chez un travailleur. Nous allons voir cette question à travers un cas clinique. C'est peut-être plus pratique, les étudiants disposent d'un document de lecture qui est assez complet, mais à travers un cas clinique, on va voir plus exactement cette démarche, puisqu'elle va être présentée de façon plus claire. Rappelons d'abord le diagnostic d'asthme professionnel. Alors, l'asthme professionnel est caractérisé par une inflammation des voies aériennes, s'accompagnant d'une obstruction variable des bronches et d'une hyperréactivité bronchique non spécifique induite par l'exposition à un agent présent dans le milieu professionnel. Tous les mots-clés sont soulignés donc en couleur. Nous allons les voir un à un. D'abord, c'est une inflammation des voies aériennes. L'asthme, c'est d'abord une inflammation des voies aériennes. Dans l'asthme, il y a une obstruction variable des bronches, donc un syndrome obstructif qui est réversible. Ça suppose donc qu'il faut un examen spirométrique et un test de réversibilité pour démontrer que ce syndrome obstructif est réversible. L'asthme s'accompagne d'une hyperréactivité bronchique non spécifique. Pour cela donc, il faudra un test, le test à la métacholine. C'est ce test-là qui révèle l'existence d'une hyperréactivité bronchique non spécifique. Enfin, il faut une exposition à un agent présent dans le milieu professionnel. C'est normal. Il faut que l'agent responsable de l'asthme soit présent dans le milieu professionnel, dans l'environnement professionnel du travailleur. Alors, présentons d'abord les données de ce cas clinique. Je vais lire tranquillement. Monsieur AR, âgé de 30 ans, se plaint depuis 6 mois de crises de dyspnée sifflante survenant 1 à 2 fois par semaine, en général le soir après la journée de travail. Crise de dyspnée sifflante, sibilante, survenant 1 à 2 fois par semaine, et c'est le soir après la journée de travail. Depuis quelque temps, ces crises ont tendance à devenir de plus en plus fréquentes, mais elles disparaissent durant les week-ends prolongés. Et le dernier congé annuel a été tout à fait calme. Le patient signale aussi des distances depuis 12 mois, d'éternuements,
suivi d'une rhinorrhée claire et d'une obstruction nasale. C'est un fumeur, il fume un paquet de cigarettes par jour depuis l'âge de 17 ans. Il en a 30, donc ça fait donc 13 ans. Et il n'a aucun antécédent atopique. Nous allons résumer les données cliniques. Évidemment, ce sujet donc se plaint de crise de dyspnée sibilante associée à une rhinite. La crise de dyspnée sibilante se déclenche le soir après la journée de travail. Mais elles disparaissent durant les week-ends et durant le congé annuel. C'est-à-dire, elles disparaissent au moment où s'arrête l'exposition professionnelle. Alors, qu'est-ce qu'il fait comme travail? Les données professionnelles. Alors, il travaille depuis 2 ans comme opérateur dans un atelier de production de panneaux sandwich. Panneaux sandwich, c'est se voyait dans l'image. Le process industriel comporte, dans un premier temps, la synthèse de polyuréthane, c'est ça qui va donner la mousse. Polyuréthane à partir du diphényl méthane diisocyanate, connu par le sigle MDI. Alors, tant que le polyuréthane se trouve à l'état liquide visqueux, on va injecter ce polyuréthane sous pression entre 2 plaques métalliques à l'aide d'un pistolet. Lorsque la mousse va se refroidir, le polyuréthane donc va se refroidir, il va coller donc aux plaques et la mousse et le polyuréthane va se transformer en mousse. Alors, à quoi ça sert les panneaux sandwich? Ben, c'est quelque chose de très utile et très diversement utilisé dans la construction. Ici, par exemple, on voit des toitures faites à partir de panneaux sandwich. À l'intérieur, on peut cloisonner donc un espace, donc diviser cet espace, donc on fait des murs avec des panneaux sandwich. Là, vous avez un garage, un abri pour véhicules. Revenons à notre cas clinique, les examens complémentaires demandés. Alors, évidemment, on a demandé d'abord un téléthorax de face. Celui-ci est normal. On a demandé une spirométrie, laquelle a montré un syndrome obstructif. On a demandé un test de réversibilité, celui-ci est positif. On a demandé un test à la métacholine, celui-ci aussi s'est avéré positif. La DP20 est égale à 640 microgrammes. Nous allons définir ce qu'est ce paramètre de DP20. DP20 VMS, c'est la dose de métacholine qui réduit le VMS de 20%. S'agit-il d'un asthme professionnel? Le diagnostic d'asthme professionnel repose en fait sur une procédure progressive. Il s'agit d'abord, dans une première étape, de confirmer le diagnostic d'asthme. Une fois que le diagnostic d'asthme est arrêté, on va démontrer dans une deuxième étape son origine professionnelle.
Voyons d'abord donc cette première étape, le diagnostic d'asthme. Pour confirmer le diagnostic d'asthme, c'est d'abord les données cliniques. Dans le cas présent, nous avons quelqu'un qui fait des crises de dyspnée bronchique sibilante et associée à une rhinite. C'est le tableau classique de la crise d'asthme. Pour appuyer le diagnostic, il faut mettre en évidence un syndrome obstructif variable réversible. C'est la définition même de l'asthme. Pour cela, donc, on a fait la spirométrie, on a fait le test de réversibilité. J'aimerais faire un petit retour sur la spirométrie pour qu'on puisse mieux comprendre les choses. Alors, évidemment, aujourd'hui, nous disposons de matériel, un petit matériel, mais performant, donc, qui nous permettent donc de faire très facilement donc, ces épreuves dans n'importe quel cabinet médical. La spirométrie mesure en fait deux paramètres. Mesure la capacité vitale, CV, et mesure aussi un débit, c'est le volume expiratoire maximal par seconde. Ensuite, une opération mathématique, c'est le rapport entre la valeur du VMS et la valeur de la capacité vitale. On a expliqué comment se passent les choses. Et pour cela, on va comprendre d'abord la capacité vitale qui est un volume. Ça représente quoi exactement? Et le VMS qui est un débit, ça représente quoi exactement? Voici une courbe qui représente donc les volumes pulmonaires. Là, vous avez en respiration normale le volume courant. Ensuite, on demande au patient de faire une inspiration maximale forcée, de manière à remplir complètement ses poumons. Ensuite, on demande de faire en 10 secondes une expiration qui va vider complètement le poumon, et cela dans un temps bien défini, 10 secondes, une dizaine de secondes. Donc on passe de ce point à celui-ci. C'est là un volume, le volume maximal mobilisable, c'est celui-là qu'on appelle la capacité vitale. Mais ce volume n'est pas la capacité pulmonaire totale, ce que peut contenir tout le poumon. Car au niveau du poumon, il reste un volume d'air qui n'est pas mobilisable, qui reste tout le temps au niveau du poumon. C'est ce qu'on appelle le VR, le volume résiduel. Capacité vitale plus volume résiduel donne la capacité pulmonaire totale. Donc, la spirométrie va mesurer un volume qui est la capacité vitale. Et alors, le VMS, comment il est obtenu? Après, c'est une opération, donc un logiciel qui fait les calculs, donc qui va voir le volume maximal qui a été expiré en une seconde. C'est une opération mathématique. Ensuite, le rapport de Givnon n'est que le rapport entre le VMS et la capacité vitale. Ainsi, quels sont les paramètres qui traduisent un trouble ventilatoire obstructif? C'est le VMS. On a un VMS qui est diminué, alors que la capacité vitale est normale. Et on demande le rapport, VMS sur capacité vitale doit être diminué. Et c'est logique. Dans l'asthme, le poumon est un sac qui contient un volume donné, il n'y a aucune pathologie qui puisse diminuer ce volume-là. Par contre, l'évacuation de l'air
est perturbé dans le sens où il y a une bronchoconstriction qui empêche donc l'air de sortir facilement, librement. C'est pour cela qu'on observe donc une diminution du volume expiratoire maximal second. Le VMS est donc diminué alors que la capacité vitale est normale. Le rapport, et donc, puisque vous avez le numérateur qui est diminué, le rapport, lui aussi, va être diminué. Si vous avez une diminution aussi de la capacité vitale, ça n'est plus un syndrome ventilatoire obstructif, ça devient un syndrome mixte. Et le rapport que vous avez ici, lui, risque d'être normal. Donc un trouble ventilatoire obstructif, c'est ces trois paramètres. VMS diminué, capacité vitale normale et rapport de Tifno qui est diminué. Revenons maintenant au cas clinique. Voici les valeurs qu'on a trouvées donc, concernant les tests de fonctionnel respiratoire. Là, vous avez un compte rendu donc, de cette épreuve-là. Ce qui en jaune, c'est les valeurs observées. Et puis, vous avez à côté les valeurs théoriques. Les valeurs théoriques sont les valeurs que devrait avoir un sujet compte tenu de son sexe, de sa taille et de son âge. Donc, c'est les valeurs de référence. Ce sont des normes qui nous permettent d'interpréter les valeurs observées. Capacité vitale qui s'exprime en litres, le sujet devrait présenter normalement 5,1 litres. Il en a présenté 4,6 litres. Les machines donnent le rapport entre la valeur observée et les valeurs théoriques. Donc la valeur observée ici représente 90,2% de la valeur théorique. S'agit-il d'une valeur anormale? Non. Il y a une règle en spirométrie. Toute diminution des valeurs observées de 20% par rapport à la valeur théorique n'est pas une amputation significative, n'est pas une baisse significative. Donc, pour que la baisse soit significative, il faut qu'elle soit inférieure à 80%. Le VR, 1,7, valeur observée, 1,9, le rapport est supérieur à 100%, donc normal. La capacité pulmonaire, c'est tout simplement la somme entre la CV et la VR, et le VR. Capacité vitale, 5,1, VR 1,7, on fait la somme, ça fait 8, et ça fait 6. Donc, capacité pulmonaire totale, 6, les valeurs observées, 1,9, capacité pulmonaire totale est donc égale à 4,6 plus 1,9, 6 plus 9, ça fait 15, 1, 5, 6, donc 6,5. Le rapport 95,6%. Maintenant que nous avons des valeurs qui sont normales, voyons maintenant le EMS. Le EMS, la valeur théorique, c'est 4,1. Le sujet devrait présenter une valeur de EMS de 4,1 litres par seconde. Et il n'en a présenté que 3. Lorsqu'on fait le rapport entre la valeur observée et la valeur théorique, on obtient un rapport qui est égal à 73,2. Cette valeur est inférieure à 80%. Toute valeur d'un paramètre spirométrique inférieur à 20% est considérée comme anormale. Il y a donc ici une diminution du VMS, qui traduit donc une obstruction et qui traduit donc un syndrome obstructif. Mais ce syndrome obstructif est-il réversible?
Pour qu'il colle avec le diagnostic d'asthme, le syndrome obstructif doit être réversible. Réversible spontanément ou réversible sous l'effet d'un bronchodilatateur. Donc on a un recours au test de réversibilité. Alors, après, c'est un test qui est très simple. On dispose d'une chambre d'inhalation, petite chambre d'inhalation, et de salbutamol en spray. Donc dans la chambre, on va injecter donc 4 doses de salbutamol. On va faire respirer donc le sujet et on va reprendre l'épreuve spirométrique 15 minutes après. 15 minutes de repos, ensuite on va attaquer donc l'épreuve spirométrique. Les résultats qui ont été donnés, c'est 3,9 livres par seconde. Il y a donc une amélioration supérieure à 12% du VMS. L'épreuve est donc significative. Donc en résumé, donc, les résultats spirométriques mettent en évidence un VMS diminué et un test de réversibilité qui est positif puisqu'il y a eu une amélioration de 30% du VMS. Donc, c'est une obstruction réversible. Le diagnostic donc d'asthme là est donc bien appuyé par le fait de trouver un syndrome obstructif variable réversible. La mise en évidence d'une hyperréactivité bronchique non spécifique se fait à partir du test à la métacholine. Ce test-là nous donne la DP20 VMS, c'est-à-dire la dose qui provoque une chute de 20% du VMS. Un sujet normal ne doit pas réagir avant la valeur de 2000 microgrammes. 2000 microgrammes. Donc, si on trouve une DP20 inférieure, comme dans le cas présent, égale à 6,80, donc, nous avons donc une hyperréactivité bronchique non spécifique. La clinique valeur de diagnostic d'asthme, syndrome obstructif réversible, hyperréactivité, donc vous avez là tous les critères donc, qui vont appuyer le diagnostic, affirmer le diagnostic d'asthme. Voilà maintenant la démonstration de l'origine professionnelle. La démonstration de l'origine professionnelle, on va s'intéresser donc d'abord aux crises. Quand est-ce qu'elles surviennent? Y a-t-il une relation entre le travail, l'exposition professionnelle et la survenue de la symptomatologie? Le questionnaire va chercher justement cette relation, une relation donc objective entre le travail et le déclenchement des crises. Typiquement, on peut s'attendre donc à ce que les symptômes soient rythmés par les périodes d'exposition professionnelle. Quand il est exposé, il va développer des crises, même si ce n'est pas au niveau des lieux de travail, mais quand il rentre chez lui. Sinon, pendant les périodes de non-exposition, théoriquement, les crises devraient disparaître. Si l'on met en évidence une relation de ce type, ça signifie que l'agent responsable, l'allergène, se trouve au niveau du poste de travail. Il s'agira ensuite de l'identifier. Alors, 4 questions doivent être posées. D'abord, la première question, les crises d'asthme surviennent-elles sur les lieux de travail ou dans la soirée? L'état respiratoire s'améliore-t-il durant les fins de semaine, c'est-à-dire les week-ends? L'état respiratoire s'améliore-t-il
ou se normalise-t-il lors des congés prolongés? Et enfin, l'état respiratoire s'aggrave-t-il à la reprise du travail? C'est-à-dire, est-ce que les crises reviennent à la reprise du travail? Si l'on a une réponse affirmative pour ces 4 questions, alors oui, l'allergène, l'agent en cause, se trouve au niveau du poste de travail. Mais il faut savoir que cette chronologie qui est importante, exposition aux symptomatologie, peut ne pas exister. Les symptômes ne sont plus rythmés par les périodes d'exposition dans certains cas. Et dans d'autres cas, les symptômes sont retrouvés même pendant les congés annuels, pendant les congés, les week-ends. Donc il y a une pérennisation dans les symptômes durant les périodes de non-activité. Alors, si on est sûr que l'agent se trouve au niveau du poste de travail, donc là, une étape est nécessaire et celle d'aller enquêter au niveau du poste de travail, on appelle l'enquête environnementale pour voir un peu quels sont les produits manipulés au niveau du poste et quelles sont les conditions de travail dans lesquelles exerce l'individu. Dans le cas présent, on trouve une exposition au MDI. C'est une substance de la famille des isocyanates, et les isocyanates sont réputés pour être de puissants allergènes comme de puissants irritants. Le MDI est donc un allergène et aussi un irritant. On peut demander, pour confirmer, donc un test immunologique. C'est-à-dire, on peut demander des tests cutanés. On peut demander aussi un dosage des IgE spécifiques. Le problème avec les tests immunologiques, c'est qu'ils n'ont d'intérêt que s'il y a un mécanisme IgE dépendant. Or, il y a un problème, c'est que les mécanismes IgE dépendants ne le savent pas tout le temps. C'est en fonction donc des agents responsables. Il ne peut y avoir de mécanisme IgE dépendant que s'il y a des protéines d'origine animale ou d'origine végétale. Et pour tout le reste, tout ce qui est métaux, produits chimiques, il n'y a pas de mécanisme IgE dépendant et donc il n'y a pas de test immunologique valable. Et quand bien même les tests seraient valables, la positivité d'un test immunologique peut ne traduire qu'une sensibilisation. Quelqu'un qui a été en contact avec un allergène va devenir positif. Ça ne veut pas dire que c'est cette substance qui est responsable donc de l'allergie de l'asthme. Les tests immunologiques, il n'y en a pas beaucoup, un nombre extrêmement limité. C'est pour cela que les tests immunologiques ne présentent pas beaucoup d'intérêt dans les investigations de base. Alors, il y a une autre technique qui est simple, c'est d'aller mesurer le VMS au niveau du poste de travail. Alors, qu'est-ce que l'on cherche à travers ces mesures donc, du VMS au niveau du poste de travail? On cherche tout simplement à observer, à confirmer un syndrome obstructif réversible au niveau du poste de travail, c'est-à-dire au cours de l'activité. Si tel est le cas, ça signifie que le sujet étant normal avant son activité, on a fait donc une spirométrie avant de commencer le travail qui était normal, et après on a mesuré, donc on a découvert qu'il y a une obstruction et donc est réversible. Monitoring donc du VMS, c'est une mesure répétée donc du VMS.
matériel portatif nous permet facilement de réaliser cela. Bon, il faut évidemment que ce soit un médecin du travail, qui puisse réaliser donc ces épreuves. On va répéter donc 6 à 8 fois. Une fois avant de commencer, et puis toutes les heures. Le critère de positivité, c'est une chute du VMS supérieure à 20%. Oui, par exemple, vous savez, un exemple ici. Un exemple, donc voilà, il y a les résultats donc, des épreuves pyrométriques pendant les 6 heures, pendant 5 heures. Là, vous savez, la machine nous donne le pourcentage du VMS par rapport à la valeur théorique. On a fait une épreuve avant la prise de poste, et 80%, valeur acceptable, normale. Puis, commence son travail. À la première